Bonjour et bienvenue sur Hortidacte. Dans une vidéo précédente, nous parlions des stratégies mises en place par les végétaux pour amener leur précieux pollen à bon port. À présent fécondés, nos fleurs vont se transformer en fruits contenant des graines, qui logiquement devraient donner naissance à de nouveaux individus. Logiquement dis-je, car l'aventure ne fait que commencer, et nous sommes encore très loin de voir sortir de terre de jeunes plantules, prêtes à conquérir leur entourage. Les fruits et les graines sont le repas favori de nombreux animaux. Les aléas du climat et du sol sont déterminants pour la germination. Si une petite plante herbacée n'est pas dérangée outre mesure par la présence de sa progéniture dans son environnement immédiat, un arbre qui peut atteindre 25 à 100 mètres de hauteur et vivre plusieurs centaines d'années, ne voit pas du tout d'un bon œil qu'on le colle de trop près, fût-ce même sa propre descendance. Les places confortables sont rares, et certaines espèces font la guerre aux intrus, pour réserver leur territoire à leur famille. Vous l'aurez compris, comme le grain de pollen, la graine doit échouer au bon endroit et au bon moment. Il existe autant de formes de graines qu'il existe d'espèces en produisant. Leurs morphologies ne sont pas le fruit du hasard, dans ce cas encore, les végétaux font preuve d'une grande ingéniosité pour éviter autant que possible de germer dans des conditions défavorables, pour coloniser de nouveaux territoires, ou encore, pour éloigner leur progéniture et ainsi éviter la concurrence. Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue quelques stratégies végétales mises en place pour éviter ces aléas. N'hésitez pas à commenter, à aimer, et bien entendu, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent ou vous sont utiles. Sous nos climats tempérés, les hivers peuvent être rudes. Le gel est très dangereux pour les jeunes plantules en germination, et il n'est pas rare que l'automne soit clément et offre des journées printanières. Beaucoup de graines sont à maturité en automne, cependant, il est impératif qu'elles attendent le printemps pour germer, sans quoi, leur viabilité serait compromise. Dans d'autres régions du globe, à l'inverse, c'est la sécheresse qu'il faut contourner. Afin d'éviter de germer avant l'hiver, de nombreuses graines sont protégées par une enveloppe solide et imperméable, qui ne peut s'altérer que par les rudes conditions hivernales. C'est le cas par exemple des châtaignes ou des noix. En horticulture, pour accélérer le processus d'altération, on pratique la stratification. C'est-à-dire que l'on dispose les graines dans un grand pot, en strates superposées, séparées par des couches de sable. On expose ensuite le pot aux rigueurs de l'hiver. D'autres graines contiennent une hormone de dormance. Elle les empêche de germer, et ne peut être désactivée qu'après une exposition plus ou moins longue au froid. C'est le cas par exemple du hêtre. En horticulture, pour lever ce type de dormance, on installe les graines au frigo, à 1 ou 2 degrés, pendant 6 à 8 semaines, avant de les semer sur chaleur de fond en serre. Cette technique s'appelle la vernalisation. Certaines espèces combinent les deux, voire compliquent fortement les conditions. La germination du frêne par exemple, nécessite une longue exposition à des températures avoisinant les 20 degrés, puis à 8 à 10 semaines de gel. Ces graines ne se développent donc que le second printemps suivant leur maturité. Beaucoup de plantes des milieux désertiques ont réduit leur existence à quelques semaines, voire pour certaines, quelques jours seulement. Elles ne vivent que dans l'espoir de se reproduire, l'espace d'une ondée. Leurs graines peuvent attendre plusieurs années l'ondée suivante et germent en une nuit, lorsque l'humidité est suffisante. Elles fabriquent ensuite une fleur, et en quelques heures, de grands jardins éphémères apparaissent le temps de la pollinisation, puis disparaissent presque aussitôt, laissant le désert reprendre ses droits. Lorsque le feu surgit, il détruit tout, ou presque, sur son passage. Broussailles, herbes sèches, arbustes et même arbres sont décimés, calcinés, réduits en poussière. Quand tout est terminé, il ne reste que quelques miraculés, et des cendres. Les incendies de forêt ou de broussailles ne sont pas toujours dus à l'homme. Des phénomènes tout à fait naturels en sont responsables, depuis l'aube de la vie. La foudre, par exemple, est responsable, selon les régions, de 1 à 40% des incendies de forêt en Europe. Certains végétaux ont développé des stratégies étonnantes, pour, non seulement résister, mais tirer parti de ces catastrophes. C'est par exemple le cas de Sequoiadendron giganteum. En effet, ce mastodonte qui, rappelons-le, représente l'un des plus grands et des plus vieux êtres vivants de notre planète, s'est organisé pour faire du feu destructeur son principal allié. Si au début de l'âge adulte, c'est-à-dire, lorsqu'il termine son adolescence, vers les 900 ou 1000 ans, ce géant peut mesurer entre 80 et 100 mètres de hauteur, lorsqu'il naît, il est très chétif et fragile.
Il ne résiste guère à la concurrence des espèces voisines. Il serait préférable pour lui de pouvoir se développer librement, sans voisinage hostile. Comment faire? Si vous croisez un séquoia lors d'une promenade, approchez-vous de lui, et boxez-le. Vivement, cognez-lui le tronc. Vous ne vous blesserez pas et pour cause, c'est une véritable éponge, douce et dodue. Cette particularité, lui permet d'emmagasiner des centaines de litres d'eau dans son écorce, ce qui la rend ininflammable. De plus, vu sa grande taille, les flammes des plus grands feux n'atteignent pas ses hautes branches, là où il porte ses fruits. Il ne craint donc pas les feux de forêt. Au contraire, il les attend avec impatience. Après un incendie, nous l'avons dit, il n'y a plus de végétation. Sauf les séquoias. De plus, le sol est gorgé de nouveaux minéraux très nourrissants, ce serait le moment idéal pour les petits de venir au monde, et c'est ce qui va arriver. Les cônes de ce gymnosperme ne s'ouvrent qu'en présence d'une chaleur très élevée. Les graines ne se libèrent donc qu'en cas d'incendie, sauf quelques exceptions dues à un insecte spécialisé, ou à un écureuil. Lorsqu'elles vont germer, ce sera donc dans un sol riche, débarrassé de toute concurrence. Lorsque la nature se manifestera à nouveau, nos petits seront en mesure de s'imposer. Si certaines espèces se contentent d'éviter de germer en conditions défavorables, d'autres s'organisent carrément pour s'assurer de germer dans un confort parfait. La grande chélidoine par exemple, Chelidonium majus, bien connue pour ses vertus médicinales, notamment contre les verrues, fabrique des graines très particulières, pourvues d'un appendice non négligeable. L'élaïosome. C'est comme une petite pochette de graisse accrochée à la graine. On dirait presque un défaut de fabrication. En réalité, c'est un biscuit protéiné qui va garantir une germination en toute quiétude. Les plantes fabriquant des élaïosomes sont dites myrmécophiles. En effet, cet appendice représente une véritable friandise très riche pour les larves de fourmis. Ainsi, ces dernières viennent récolter les graines et les transportent dans leur nid pour nourrir leurs poupons. Une fois le petit sac décroché, la graine ne leur est plus d'aucune utilité et est donc jetée aux ordures. C'est ainsi qu'elle aboutit dans le compost de la fourmilière, l'endroit le plus parfait qu'il soit pour germer. Des cadavres de fourmis et autres insectes. Des débris de végétaux en décomposition. Une température agréable et constante, et aucun ennemi à craindre. De plus, Chelidonium s'est assuré d'éloigner sa progéniture. Hormis les petites herbacées annuelles ou bisannuelles, qui peuvent aisément s'accommoder de la présence de leur progéniture dans leur environnement immédiat, les plantes, et principalement les arbres et arbustes, préfèrent les voir s'épanouir au loin, ce qui implique, bien entendu, que leurs graines doivent voyager. Vous allez voir que les moyens de transport sont très variés, et que les longs courriers ne sont pas si rares. Il y a tout d'abord, celles qui lancent ou qui crachent leurs graines au loin. Prenons l'exemple de Impatiens glandulifera, mieux connue sous le nom de balsamine de l'Himalaya. En septembre, ces fruits ressemblent à de petites outres de 2 à 3 cm, parmi les dernières fleurs. Si vous les touchez à peine, ils explosent littéralement, projetant leurs graines à 2 ou 3 mètres. Le mécanisme de propulsion est admirable. Les 5 valves qui composent le fruit s'enroulent en moins d'un clin d'œil, et sont ainsi transformées en véritables catapultes. Il n'est pas nécessaire de pousser plus loin le voyage. En effet, la plante étant annuelle, la descendance sera seule lors de sa naissance au printemps suivant. De nombreuses plantes herbacées lancent ou crachent. On ne peut cependant clore ce paragraphe sans parler de la plus impressionnante, observable dans les contrées au climat méditerranéen, dont le sud de la France. C'est le concombre cracheur ou Ecballium elaterium, dont le fruit ressemble à un cornichon de 3 à 4 cm de long, et qui dès qu'on le frôle semble attaquer. Le fruit se décroche, en libérant un énorme crachat de graines à une vitesse vertigineuse, à tel point qu'il faut faire preuve de prudence, car le crachat est irritant et les graines pointues peuvent blesser les yeux, tant la projection est puissante. Les plantes anémochores, c'est-à-dire, disséminées par le vent, sont très fréquentes et font partie de notre quotidien. Si bien qu'elles n'étonnent plus personne. Il est cependant bon de prendre conscience de l'ingéniosité de ces petits vaisseaux, qui inspirèrent si souvent l'homme lui-même. Par exemple, les aigrettes des akènes du pissenlit. Les samars du frêne. Les dissamars d'érable. Les ailes du tilleul. Et, le fameux Salsola tragus, cette boule errante commune des westerns de notre enfance. C'est une plante annuelle. Une fois ses fruits à maturité, elle meurt et se dessèche,
pour enfin se séparer de ses racines. Le mors, chargé de fruits mûrs, entame alors son errance au gré du vent, tel un spectre, disséminant ses graines aux quatre coins du désert. Et puis, il y a les espèces qui naviguent pour coloniser. Le plus bel exemple de fruit colonisateur, c'est bien la noix de coco. En effet, elle est conçue pour voyager par la mer, et aller germer sur de lointains rivages. Le fruit entier est entouré d'une bourre fibreuse qui emprisonne l'air, ce qui lui donne une capacité de flottaison exceptionnelle. Cette bourre est enlevée lors de la récolte, et n'est donc pas visible sur les noix commercialisées en nos magasins. La morphologie de la noix présente un système de contrepoids, assurant une position sur l'eau ne permettant jamais au pore de germination d'être en contact avec l'eau salée, bien que toute la coque dure soit parfaitement imperméable. Des expériences ont démontré qu'une noix de coco reste viable pendant plus de 200 jours dans l'eau salée, et peut parcourir plus de 5000 km. Comme le périple risque donc d'être long, ce fruit est gorgé d'eau potable sous forme de lait de coco, et de nourriture sous forme de chair de coco. Lorsqu'il échoue enfin sur une plage, et à condition qu'elle soit très ensoleillée, la différence thermique rapide entre l'eau et le plein soleil indique qu'il est temps de germer. Ce système est tellement efficace qu'encore aujourd'hui, l'origine du premier cocotier reste très controversée. Question. Comment le cocotier sait-il, depuis la nuit des temps, qu'au bout de l'océan, il y a d'autres rivages? Alors que nous, humains, n'en avons la certitude que depuis environ 6 siècles. Bien entendu, je n'ai pas la réponse. Quoi de mieux pour voyager loin, que d'emprunter les services des compagnies aériennes? Beaucoup d'espèces privilégient le transport aérien pour coloniser de nouvelles terres, ou simplement pour envoyer leur progéniture au loin car, nous l'avons dit, elles n'apprécient guère la cohabitation. Probablement parce qu'elles-mêmes en compromettraient le développement, par l'eau et les éléments qu'elles consomment. Selon la stratégie employée et la compagnie visée, les graines seront transportées plus ou moins loin. Parfois même, certaines espèces utilisent plusieurs compagnies, aux destinations différentes, avec la même stratégie. C'est le cas par exemple du gui. Ce végétal parasite, qui doit être absolument déposé sur une branche ligneuse pour se développer. Ce qui, reconnaissez-le, est bien plus délicat que d'être déposé sur le sol. De nombreuses baies sont toxiques pour l'homme, cependant, elles ne le sont pas pour certains oiseaux. Celles du gui se présentent comme de petites groseilles blanches, dont la pulpe très appétissante entoure une graine elle-même enrobée de vicine, d'où le nom de viscum album, matière gluante et collante, dont on faisait la glu. Ces baies sont à maturité en hiver et représentent donc un intérêt considérable pour certains oiseaux. C'est la fauvette qui assure les vols courts. En effet, son bec et son petit gosier ne lui permettent pas d'avaler le fruit. Elle le détache, puis se réfugie un peu plus loin pour en extraire la graine et en consommer la pulpe. Pour ce faire, elle écrase le fruit, colle la graine indésirable sur la branche, et consomme librement ce qu'il reste. La graine ainsi collée n'a plus qu'à attendre les beaux jours printaniers pour germer. Pour les vols plus longs, on privilégie plutôt la grive. Cette dernière ingère complètement le fruit. On peut ici parler d'endozoochorie, c'est-à-dire de transport à l'intérieur d'un animal. Si la pulpe est bien digérée, ce n'est pas le cas de la graine, ni de la vicine qui l'entoure, qui vont se retrouver quelque temps plus tard dans les excréments, lâchés au hasard d'un vol ou d'une pause sur un arbre éloigné. Notre petite graine restera collée à l'écorce jusqu'à l'avènement de jours meilleurs. Les noyaux, comme ceux des cerises par exemple, sont trop durs que pour être digérés. Ils se retrouvent donc toujours transportés au loin, dans les excréments des consommateurs, qui de plus leur fournissent un bel emballage nutritif. Certaines espèces poussent la perfection plus loin. En effet, elles ne germent que si elles ont été digérées dans un estomac, et donc seulement si elles ont été ingérées par un animal qui les a probablement transportées à distance convenable. En horticulture, on les prépare à la germination en les trempant dans un acide semblable à celui de l'estomac. Cela s'appelle la stratification acide. Si l'endozoochorie dont nous venons de parler semble le summum des stratégies de colonisation, la zoochorie tout court, c'est-à-dire, le transport sur un animal, peut pourtant donner des résultats surprenants, aussi bien par transport aérien que routier. Alors qu'il rentre d'une partie de chasse, Georges de Mestral remarque que son chien et ses vêtements sont envahis de fruits de bardane, et que l'animal n'apprécie guère qu'on lui enlève, tellement ils tiennent solidement. Titillé par ce fruit, Georges l'observe au microscope afin de déterminer ce qui le rend si tenace dans les poils et les tissus. 7 ans plus tard, en 1948,
il invente la fixation velcro, copiée sur le système d'accrochage qu'il a observé chez ses fruits, pour le moins affectueux. La bardane n'est pas la seule à avoir développé un système d'accrochage ingénieux pour se faire transporter au loin par des animaux. La majorité des chardons et de nombreuses autres plantes maîtrisent également cet art. Récapitulons à présent les différentes stratégies abordées dans cette vidéo, et reprenons brièvement les termes correspondants. La barochorie, c'est le fait que les fruits tombent sous l'effet de leur propre poids. Arrivés au pied de l'arbre, ils seront souvent emmenés par un animal. C'est le cas par exemple du chêne. L'autochorie, c'est le fait que le fruit expulse lui-même ses graines au loin par un moyen mécanique souvent surprenant. C'est le cas par exemple du concombre cracheur. Dans les stratégies d'anémochorie, les fruits ou graines sont équipés pour être transportés par le vent. C'est le cas de nombreuses plantes comme le pissenlit par exemple. Lorsque les fruits ou graines sont transportés sur un animal, on parle de zoochorie, ou encore d'ectozoochorie. Un exemple bien connu est la bardane. Mais parfois, les graines sont conçues pour voyager à l'intérieur d'un estomac. On parle alors d'endozoochorie. Par exemple, le Rosa canina. Certaines espèces choisissent les fourmis comme moyen de transport. Pour les attirer, elles proposent une excroissance délicieuse. L'éléiosome. On parle dans ce cas de myrmécochorie, comme la chélidoine par exemple. Et enfin, il y a les plantes hydrochores, dont les fruits ou les graines sont transportés par l'eau. Comme la noix de coco. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et rendez-vous bientôt pour la suite de la série « Stratégie végétale ». Dans les prochaines vidéos, nous aborderons les stratégies de défense. Cette fois, je vous promets de très grosses surprises.